Chers amis, chers auditeurs de Radio JM, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Cette émission est consacrée aux livres, des livres que vous pourrez lire pendant vos vacances, mais ce sont pour les deux livres, des livres que vous pouvez maintenir et garder dans vos bibliothèques. Et je voudrais commencer par une auteure d'origine polonaise qui partage sa vie entre la France et Israël. Je veux parler de Ghouta Tirangiel Ben-Ezra. Bonjour Ghouta. Bonjour, bonjour. Et on m'appelle Genia aussi parce que c'est mon prénom que je garde pour des amis. Alors Genia, tu fais partie de mes amis, donc je continuerai de t'appeler Genia. Alors Genia, tu nous arrives avec un livre qui est très fort, qui a paru chez l'Harmattan, L'ombre des préjugés. Et avant de parler de ce livre, si tu pouvais rappeler en quelques mots le synopsis, en fait, l'histoire de ton premier livre qui a paru au Canada, Mémoires bariolées, qui raconte un peu ta vie. Le livre qui a paru il y a 20 ans, c'est un livre qui s'était vraiment imposé à moi. C'est un livre très bizarre sur le plan, en tout cas, de la littéraire, parce que j'ai mis tout ce qui est sorti spontanément avec une création vraiment qui s'est imposée à un professeur de droit et une personne extrêmement rationnelle et contrôlée. Et c'était un livre qui était basé surtout sur la peinture qui, elle, également est sortie de nulle part, comme par un mystère qui est très juif d'ailleurs. C'est ce qu'on m'a dit, parce que par la suite, on a examiné cette peinture, on a vu des tas de symboles juifs. Et dans mon cas, les auditeurs ne le savent pas, mais moi j'étais élevée dans une famille polonaise chrétienne, complètement séparée des juifs. Par conséquent, mon judaïsme n'est pas venu de la culture et de la transmission. Il est entièrement, je dirais pas génétique, mais il y a quelque chose dans le corps qui est resté. Et c'est ce qui est resté dans le corps, c'est surtout une terreur, puisque je suis née le lendemain de la création du ghetto, dans une petite ville près de Varsovie, et on m'a sorti tout à fait d'une façon extrêmement miraculeuse d'un camp de concentration où ma mère se cachait après que le ghetto ait déjà été détruit, liquidé, où les gens sont envoyés à Treblinka, et il ne reste que quelques juifs, et ma mère a réussi à cacher dans les cases d'un bâtiment où on logeait les travailleurs juifs, 400 derniers juifs de Minsk, Mazowiecki. Donc je vais m'arrêter, peut-être que tu me poses Oui, des questions. voilà. Alors, justement, Ghouta, parce que ce qui est très beau dans ce livre, donc L'ombre des préjugés, je rappelle qu'il a paru chez l'Harmattan, c'est donc cet amour que tu portes à ton père adoptif et que l'on va revoir un petit peu vivre à la fin de ton livre, Vivre et mourir. Mais à la limite, j'ai presque envie de dire qu'il y a plusieurs tiroirs dans ton travail de mémoire, parce que c'est un devoir de mémoire à ta famille juive, à ta mère qui t'a sauvé en te plaçant comme ça, puisque tu as été reprise et adoptée par une famille chrétienne, mais aussi ce travail de mémoire dans ton amour pour ce père adoptif qui t'a beaucoup aidé. Je suis vraiment surprise par le fait que le lecteur qui ne connaît pas bien mon histoire perçoit cet amour et perçoit ces personnages, parce que j'ai fait une entrevue avec Claude Beaujourbert qui lui se consacre à la mémoire et la vigilance, et il a aussi repris ce thème. Moi, j'étais pas tellement consciente du fait que vraiment c'était plus pour lui que peut-être la vie que j'ai racontée, parce qu'effectivement je pense que c'est grâce à lui que ma vie était aussi accomplie, à vrai dire, parce que malgré que j'étais une juive errante, j'arrivais à m'accrocher et à réussir, à m'adapter, puis à réussir dans les domaines que les gens considèrent comme importants, c'est-à-dire la profession,
ensuite la création, aussi le fait d'avoir construit ma famille, c'est quelque chose que je trouve maintenant a posteriori vraiment miraculeuse également, le fait que j'arrive à reconstruire une famille alors que je n'avais personne autour de moi, et que j'arrive à avoir 5 petits-enfants, 2 filles, et que je suis donc entourée d'amour et de famille, alors que j'ai commencé par être toute seule parce qu'on m'a sortie à 2 ans d'un camp de concentration. On m'a confié à cette famille, à un couple polonais sans enfants, et que cet homme m'a tellement donné d'amour et d'appréciation de mes talents qui m'a vraiment construite d'une façon à faire face aux difficultés, à faire face à et de croire en moi surtout, vraiment d'avoir confiance que j'arriverai à m'adapter, j'arriverai à accomplir ce que je souhaite. Et tu vois, ce qui est très beau, c'est que la force de l'écriture a permis de transmettre un petit peu à l'auditeur cet amour que tu portes à ton père adoptif. Oui, c'est vraiment, je suis très contente de t'entendre, et parce que les autres personnes, comme les livres racontent un peu ma vie et mes différentes personnalités ou différentes faces de ma vie, les femmes généralement s'identifient beaucoup à ma vie de femme, c'est-à-dire à ma lutte contre les préjugés, Alors on va y revenir, J'aimerais que tu parles un petit peu maintenant de ta découverte du monde séfarade qui en fait t'a fait revivre ton judaïsme. C'est-à-dire, pour moi, les mondes séfarades, ce sont les juifs. C'est-à-dire, pendant 20 ans, j'ai vécu dans un milieu où il n'y avait pas un seul juif, donc les judaïsmes ashkénazes, je l'ignorais complètement. Je n'avais pas du tout de rapport avec des juifs parce qu'ils étaient absents, et que j'avais moi-même conservé seulement la terreur d'être juif. Le fait d'être juif, c'était une honte en Pologne. C'était pour moi, parce que j'étais isolée, j'avais pas de famille pour m'apprendre, pour me donner un peu de fierté d'être juive. Alors quand je suis arrivée à Strasbourg, tout à fait encore par hasard, et que je me suis retrouvée dans ma famille ashkénaze, j'étais pas bien du tout, ils m'ont très très mal reçue, ils comprenaient rien du tout de mon histoire, et c'était vraiment surprenant. Je suis arrivée dans une maison de jeunes filles juives à Strasbourg, où il y avait les filles qui venaient d'arriver justement d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. Et c'était des filles donc, qui avaient 18-20 ans, elles venaient étudier à Strasbourg. Elles étaient pleines de vie et pleines de fierté, elles étaient complètement épanouies. Et pour elles, être juif, c'était quelque chose de tout à fait positif. Et qu'elles prenaient tellement naturellement que pour moi, je les regardais en me disant, oh là là, mais moi, je ne connais pas du tout ce judaïsme en plus. Bon, elles faisaient tout à fait naturellement la cacheroute, les fêtes, les chansons, c'était pour moi vraiment quelque chose qui m'a séduit, je dois dire, qui m'a séduit au point où, par la suite, donc j'ai épousé un Marocain, enfin juif marocain. Bon, il était très francisé, je dois dire. Maintenant, connaissant les particularités des cultures, je me rends compte qu'il était pas mal français, puisqu'il étudiait à Strasbourg, mais sa famille et tout le monde était autour. C'était du judaïsme donc nord-africain. Avec les bons et les mauvais côtés, parce que tu as découvert aussi ta belle-mère qui était pas très acceptante. Famille, hein. Oui. Et j'étais polaque pour ma belle famille, je savais pas exactement ce qu'il voulait dire, parce que moi j'étais moi, et je n'avais pas des habitudes des juifs séfarades du tout, aucun préjugé qu'il suspectait ou qu'il voyait. Et parce que je ne connaissais pas les nuances, je connaissais rien de la vie juive, de la vie communautaire. Et le fait qu'elle ne me voulait pas, maintenant je sais pourquoi, c'est parce que j'étais très différente. Tout à fait. J'avais des ambitions très différentes de la plupart
des gens qu'il connaissait. Alors, on va laisser au lecteur le plaisir de découvrir un petit peu également tes pérégrinations, parce que tu t'es retrouvé au Canada, enfin tu as quand même beaucoup voyagé, tout en essayant de préserver ta carrière de juriste international, avec des hauts et des bas, avec des conflits, avec beaucoup d'appréciations également positives. Oui. Moi, j'ai l'impression, comme je regarde en arrière, que j'ai fui toujours les difficultés en changeant de pays aussi. Hein. Parce que pourquoi je suis restée en France et pas retournée en Pologne? Parce que je fuyais l'antisémitisme et que je ressentais qui me poursuivait depuis ma naissance. Ensuite, en France, je fuis un petit peu le milieu familial de Claude parce qu'il était oppressant pour moi. Le fait qu'il ne connaissait pas une fille comme moi qui disait toute la journée, ma belle-mère me disait, tu fous rien, t'es une paresseuse, tu veux finir. Hein. Alors, et puis, il voulait que je me comporte comme tout le monde, que je cuisine, que j'apprécie la bouffe. Moi, j'apprécie la bouffe, mais pas de cuisiner, hein. Donc, tout ça, c'était... Alors, quand Claude a dit, on m'offre un poste au Canada, j'ai pas pensé que je venais de finir avec difficulté tout de même. Et dans une langue nouvelle en France, et puis venais de finir ma licence en droit et en Sciences Po. Et j'ai parté pour éviter ces milieux tout de même oppressants, hein, qui ne m'appréciaient pas trop. Moi, ce qui m'a épaté, c'est ton adaptation aux langues, parce que tu as appris très vite le français et vraiment avec performance, mais arrivé au Canada, tu t'es mise également à l'anglais puisque tu as repassé un petit peu tes diplômes. J'étais à Ottawa, donc heureusement que c'était bilingue tout de même. Donc je pouvais plus doucement qu'en France rentrer dans la langue anglaise, mais comme je faisais mon doctorat en droit public, et droit public c'est anglophone, donc toutes les sources étaient en anglais, il fallait que j'apprenne très vite, et en droit on est obligé vraiment de comprendre précisément, hein, c'est pas de la... Et cette adaptation en Israël à l'hébreu également, parce que dans tes pérégrinations, ouais, tu arrives en Israël. En Israël, je descends sur les choses très concrètes parce que je deviens avocate. Et étant avocate, c'est pas du tout le même métier, même si c'est toujours dans les droits. J'étais prof de droit et tout d'un coup, je deviens une praticienne. Et puis praticienne dans un monde tout de même relativement agressif et surtout masculin. Donc, le monde masculin n'appréciait pas tellement ni mon côté intellectuel international, ni mon côté femme ambitieuse et puis qui s'affirme et qui discute. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas tellement habitués dans leur milieu. C'était dans les années 80. Maintenant, c'est autre chose. C'est comme d'ailleurs au Canada. En 70, c'est pas le Canada d'aujourd'hui. Et la France, je dois dire que ça a été une acceptation et une sorte d'adaptation beaucoup plus douce. Peut-être parce que j'avais 20 ans, j'avais moins d'ambition, moins d'acquis. Donc j'arrivais un petit peu en demandeur d'affection, d'appréciation, alors qu'au Canada et en Israël, j'avais déjà des exigences par rapport aux autres, et aussi je m'appréciais autrement. Je savais que j'étais une professionnelle à qui il fallait donner une certaine place et pas n'importe quelle. En tout cas, ce qui transpire dans ton livre, c'est cette force d'avancer. Oui, cette force, je l'attribue à deux choses. À mon père adoptif qui m'a trouvé absolument extraordinaire, donc il m'a un petit peu convaincue. Et puis, à l'idéologie socialiste, peut-être moins à la pratique parce que je ne la pratiquais pas du fait que je suis partie à 20 ans, mais le fait que les femmes étaient considérées comme égales, qu'elles avaient les droits à l'éducation et que à l'époque, surtout dans les années 50, 60, jusqu'à 60, et les femmes avaient donc les droits à l'éducation supérieure, et puis on ne voyait pas tellement pourquoi on serait moins que les hommes, ce qui n'était pas le cas en arrivant en France ou surtout au Canada, où vraiment on avait cette façon paternaliste de traiter les femmes et de les cantonner un peu dans d'autres métiers que le métier de prof ou de
prof d'université ou d'avocat. Hein. Alors maintenant, il nous reste quelques minutes pour rappeler, je regrette qu'on n'ait pas plus de temps d'ailleurs, que arrive en 93 cet amour, cette thérapie que tu découvres au travers des poèmes et de la peinture. Oui. La peinture et la poésie, hein, parce que ce sont les deux domaines dans lesquels mon esprit ou mon cerveau n'avait pas de contrôle. Hein. C'est-à-dire c'est mes mains et mon corps qui ont réagi par rapport à des événements qui étaient des événements personnels et très forts parce que mon mari, donc Claude, avec qui j'étais séparée et divorcée, et a eu un accident mortel de l'avion à Mont-Saint-Odile. Et ça m'a tellement secouée, ça m'a rappelé vraiment tous les autres morts que je n'ai pas fait de deuil. Lui, il a au moins un endroit où on peut se recueillir, mais ma famille entière, il n'y a que des poussières et la mémoire. Donc ma mémoire que j'ai peinte avec mes mains qui étaient complètement inexpérimentées. Hein. C'est-à-dire j'ai peint des images, je savais très bien que ça venait de la mémoire, j'avais un petit peu lu dans les domaines psychologiques, donc je savais que c'est mon inconscient qui me dirigeait. Hein. Et les images, bon maintenant je peins déjà, je suis, je dirais peintre accompli, mais à l'époque vraiment c'était très bouleversant. Avec cette symbolique de la chevelure de ta mère, je crois que c'est important d'en parler. Vous l'avez lu, Monique Lise, et elle voit beaucoup de mystères dans ma peinture. Tout à fait. Ouais, des thèmes, et tout le monde, surtout les juifs, quand ils regardaient mes peintures, disaient tout de suite, mais d'où est-ce que tu sors tous ces symboles symboles kabbalistiques et autres. Ils employaient beaucoup de choses et qui venaient du fin fond du mystère juif et surtout du mystère de la mémoire et du devoir ou de la nécessité de transmettre. Moi, je me suis vraiment réveillée à 52 ans en me disant mais j'ai pas du tout fait les deuils de mes parents, je connais même pas leur histoire. Il a fallu que je fouille dans les archives, que j'aille en Pologne, que je cherche à l'Institut d'histoire et que j'interroge les témoins pour comprendre ce qui s'est passé pendant la période où j'ai vécu avec eux pendant les 2 premières années, donc qui était les périodes de la Shoah la pire, c'était en 40 et 42, 43. C'était vraiment la destruction systématique et horrible. Donc ce que j'ai appris là-bas, ça m'a vraiment complètement changé. Hein. Alors, je rappelle et je dis merci à Goutati Rangel Ben Ezra pour ce très beau livre, L'ombre des préjugés, qui est paru chez l'Harmattan. Toda Rabba. Un petit au revoir aux auditeurs de la radio juive de Marseille. Oui, je viendrai au salon du livre le 30 novembre. Donc, j'aimerais bien rencontrer les personnes qui s'intéressent au même sujet, avec lesquelles je pourrais échanger. Un peu plus longuement ce que je viens de mentionner ici, et surtout qu'ils auront l'occasion d'acheter les livres et de comprendre à quel point les histoires juives sont complexes oui. et comme elles touchent différentes strates du conscient et de l'inconscient, et à quel point c'est une identité qui est d'une force incroyable pour persister dans une Goya, comme on m'appelait. Toda Rabba.